on est à la fin des années 90. Moi, j'ai une vision qui est demain, on aura tout ce qu'on veut, la musique, des films partout, sur tous les écrans. Je faisais partie des quelques fous sur Terre qui prenaient cette vision. Je crois que de la diversité naît justement la capacité de travailler en équipe et je trouve que ça vaut la peine de se battre pour cette diversité. La vraie liberté, c'est de ne jamais se laisser mettre dans une case. Il n'y a pas de réussite sans risque, il n'y a pas de vrai plaisir sans risque. C'est quelque chose qu'il faut accepter, intégrer. Les réseaux sociaux encore plus boostés à l'IA demain, c'est un danger pour les démocraties. Mais d'un autre côté, formidable source de savoir et de connaissances. Tu privilégies les jeunes et les profils atypiques dans tes recrutements. Pourquoi tu y attaches cette importance? Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un grand patron français, Jean-Marie Messier. Bonjour Jean-Marie. Frédéric. Bonjour, ça va bien? Très bien. Bon, alors on est parti pour 45 minutes d'entretien. Je vais commencer par une petite description générale. Tu es un pionnier du monde des affaires en France. Tu as, on peut le dire, eu plusieurs vies. Tu as plusieurs vies à ton actif. Tu as été le plus jeune directeur de cabinet de la Ve République, sous Édouard Balladur. Tu es ensuite devenu le plus jeune associé gérant de Lazare, la banque. Arrivé à la Générale des Eaux, tu la transformes en Vivendi Universal, une grande histoire. Tu deviens le patron le plus puissant de France et aussi le plus médiatisé. Tu pars ensuite aux États-Unis où tu crées Messier Partners, une agence spécialisée dans le conseil aux entreprises, activité aujourd'hui qui fonctionne très bien. Alors on se prépare à explorer toutes les facettes de ce parcours incroyable. Et pour vous, à l'écran, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur nos réseaux sociaux et du contenu exclusif sur lespionniers.tv. Alors c'est parti, on commence par ton parcours. Jean-Marie Messier, tu es né en 1956 à Grenoble. Oui. Si je dis des choses qui sont fausses, tu m'arrêtes, hein? Bien sûr. Voilà. Ce qui permet de souligner d'ailleurs que le plus jeune, c'est plus le cas. Hein. C'est le titre le plus éphémère qui soit. Ah oui, le plus mais jeune. c'est bien parce que ça reste. Quand tu es jeune quelque chose, après ça reste à vie. Donc en tout cas, dans la tête, très jeune toujours. Alors, tu es un vrai garçon de la montagne et du ski. Oui. Tu grandis dans une famille de cadres moyens. Alors, comment est-ce que tu décrirais cette enfance globalement ? C'est une enfance heureuse dans la montagne, mais dans la foulée des Jeux Olympiques et de l'enthousiasme qu'il y a eu sur les Jeux Paralympiques et les exploits des athlètes handicapés, j'ai grandi dans une famille avec un enfant handicapé. Ma sœur aînée, Annick, qui était lourdement handicapée sur le plan physique et sur le plan intellectuel et qui compensait ça par une tendresse énorme. Et c'est quelque chose qui a marqué ma vie, d'abord par l'engagement et la générosité de mes parents, qui avaient envie que sa vie très courte, elle est décédée, elle n'avait pas 30 ans, j'avais juste 20 ans, soit compensée par beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse. Par le fait que, pour moi, marqué par cet impact d'un enfant handicapé dans la famille, j'avais décidé d'être Mister No Trouble. Je me suis peut-être un petit peu rattrapé derrière. Problème, quoi. Tu disais, voilà, bon, parce que je n'ai pas causé de problème. Voilà. Et ça t'impacte et ça t'apprend aussi la qualité de l'émotion. Puis la dernière chose, mais qui me marque encore aujourd'hui, c'est que le handicap s'est vécu profondément aussi comme une injustice. Et que quand aujourd'hui j'ai un événement, un moment qui est particulièrement difficile dans la vie, j'oublie jamais que l'humanité reste l'élément le plus important de ce que tu vis. Bon, ça forge forcément un caractère. Donc, tu as voulu compenser, enfin, en tout cas, pas poser de problème. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, après, tes parents peuvent être fiers du parcours, sachant que tu décroches ton bac à 16 ans, avec mention très bien. Tu deviens polytechnicien à 19 ans, puis inspecteur des finances à 25 ans. Tu fais l'ENA, tu es repéré par Édouard Balladur et tu deviens alors le plus jeune directeur de cabinet de la Ve République. Ta carrière commence donc en politique. Comment on se retrouve chez Balladur à 30 ans ? Pas en faisant de politique. Parce qu'à l'époque, on parlait de privatisation. Moi, je suis profondément un libéral, c'est-à-dire que je considère que le gouvernement n'est pas forcément un bon actionnaire. Et donc, rendre au secteur privé l'industrie, c'est très bien. Et plutôt que de faire de la politique, j'avais écrit un petit bouquin qui disait « Je ne vais pas vous parler de la France, je ne vais pas vous parler de politique. Je vais regarder tout ce qui s'est fait en matière de privatisation à l'étranger. Et je vais vous dire ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. »
Et Balladur a été intrigué. Ce qu'on appelle un benchmark. Voilà, un benchmark, mais c'est trouver, je trouve, un angle Ouais. différent. Ouais. Et Balladur a fait venir ce petit jeune pour me faire parler de ce bouquin. Et à la fin, il m'a dit, écoutez, c'est très simple. Si on est élu, vous viendrez faire les privates avec moi. Et c'est comme ça que je suis parti dans cette aventure. À moins de 30 ans, c'était excitant. Ça n'avait jamais été fait en France. Alors ça t'a pas donné envie de faire de la politique par la suite? Non, ça m'a appris que la politique, c'est important, que la proximité avec le politique, très bienvenue. Le métier politique, non merci. J'aime trop ma liberté pour ça. Alors, on y reviendra sur la liberté, justement. Après la présidentielle de 88, lorsque la gauche revient au pouvoir, eh bien là, tu fais un autre choix décisif pour ta carrière. Parmi plusieurs propositions, tu préfères celle de Michel David Veil, le puissant patron de Lazare Frères, et tu deviens à 32 ans le plus jeune associé gérant de l'histoire. Alors, tu apprends le métier de banquier d'affaires, mais ça ne t'a pas laissé des impressions phénoménales. Disons que j'ai appris, j'ai eu ce qui est important dans la vie de tout jeune, des mentors, des associés comme Antoine Bernheim, qui était un personnage, un Falstaff extraordinaire. Mais il y a un moment où, en face de propositions extérieures, j'ai sauté un grand pas, qui est celui de devenir patron. Alors justement, en 94, tu pars pour devenir patron, directeur général de la Générale des Eaux, qui est alors une entreprise spécialisée dans le service aux collectivités territoriales. Comment t'es arrivé là? Là aussi, c'est marrant parce que Guy Dejoigny, le patron de la Générale des Eaux, était surnommé le Sphinx. C'était un patron très puissant, d'un grand groupe côté français. Il faisait peur à tout le monde, il y avait beaucoup de respect. Et souvent, il demandait aux petits jeunes banquiers d'affaires qu'il aidait de temps en temps de passer le samedi matin. Et Dejoigny avait une caractéristique. Tu ne savais pas dire ce qu'il pensait. Et tu ne savais pas, quand il défendait une thèse, s'il te la défendait parce qu'il y croyait ou parce qu'il n'y croyait pas. Et au fur et à mesure de ces entretiens, bien sûr, c'était son test à lui. Au fur et à mesure de ces entretiens, tu as 3 choix. Hein. Tu dis rien parce que tu as peur du Sphinx. À ce moment-là, autant traverser la vie en gris, ça sert à rien. Tu lui dis ce qu'il a envie d'entendre, et à ce moment-là, il sait que tu n'es pas fait pour être dirigeant. Ou tu oses, et tu lui dis profondément ce que tu penses, même si c'est l'inverse de ce qu'il pense. Et je suis persuadé que c'est au cours de ces entretiens, parce que j'osais, parce que j'avais pas la révérence excessive, ou la peur que beaucoup de gens avaient, en tout cas, parce que j'avais cette liberté d'expression, de penser, qu'il a décidé, tiens, le petit jeune, il a les capacités, je vais le choisir, alors qu'il avait autour de lui un certain nombre de dirigeants d'une extrême qualité. Donc j'y suis allé, parce que c'était des beaux métiers, que ceux de la Générale des Eaux, en matière d'environnement, etc. Puis parce qu'il y avait des petites choses, il y avait un petit bout de Canal+, il y avait un petit bout de radio-téléphone, il y avait des petites choses qui m'intriguaient pour l'avenir. Et 2 ans plus tard, à peine arrivé, tu deviens justement le PDG, donc là avec le contrôle total sur la société. Tu te retrouves à 40 ans à la tête d'un groupe qui faisait plus de 30 milliards d'euros, enfin 200 milliards de francs à l'époque de chiffre d'affaires, qui est également le premier employeur privé français avec plus de 2200 entreprises dans le groupe et 220 000 collaborateurs. Tu démarres alors une stratégie osée. Comment tu la décris, cette stratégie? La stratégie osée, c'est simple, c'est celle de la convergence. On est à la fin des années 90, Internet en est au balbutiement, beaucoup de gens n'y croient pas. Moi, j'ai une vision qui est demain, on aura tout ce qu'on veut, la musique, des films partout, sur tous les écrans, à n'importe quel moment. Et au moment où on l'a fait, cette vision, elle était juste. Oui. C'était un peu tôt. Parce que la fibre n'avait pas le début de débit qu'elle a à l'heure actuelle, parce que les hardware étaient très loin de l'iPhone. Mais cette vision, je faisais partie des quelques fous sur Terre qui prenaient cette vision. Cette vision, elle était juste. Et avec Vivendi, on s'est donné les moyens de cette ambition. Et cette ambition, elle était réaliste. Jusqu'au moment où on s'est trouvé pris au milieu du perfect storm,
qui était celui de l'éclatement de la bulle Internet Alors, et des on va y venir. interrogations des uns et On va y des autres. venir parce que donc en 98, tu renommes le groupe Vivendi, Vivendi. justement. Tu rachètes Havas, donc avec Ouais. Canal+. Le tout est structuré en 2 grands pôles, le pôle Vivendi Environnement et le pôle Vivendi Communication, justement pour bien séparer les activités. Ensuite, tu pars aux US, tu rachètes Seagram, c'est-à-dire Universal Studios et Universal Music, et le tout devient Vivendi Universal, le 2e plus grand groupe de communication au monde et le premier de l'industrie du disque. Rien que ça. C'est là que de J2M, Jean-Marie Messier, tu deviens J4M, Jean-Marie Messier, manager modèle, puis J6M, Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde. Merci les guignols de l'info. Voilà, donc c'est eux qui t'ont attribué ce surnom. Tu es également appelé le patron le plus puissant de France, rien que ça. C'est la première fois qu'un patron devient quelque part populaire, vraiment visible, médiatisé. Tu ressens quoi, toi, à ce moment-là? Je ressens à la fois de la fierté, je ressens surtout un devoir qui est celui de cette ambition française. Puis tu sais, dans la vie de patron, tu as des moments, le jour où tu vas te coter à New York, c'est grande fierté, c'est un grand plaisir, etc. Mais il y a aussi des moments où tu sens l'entreprise incarnée. Moi, l'un de mes plus grands souvenirs de patron, c'est 2 ans après être arrivé, j'avais réuni les 5000 jeunes de moins de 20 ans qu'on avait recrutés depuis 2 ans. Et pendant un après-midi, je me suis retrouvé seul sur scène, essayer de les convaincre de casser la barre qui existe normalement entre l'employé et le patron pour poser leurs questions. Et tu sais, quand tu es en face d'une foule, tu as toujours une bonne piqûre d'adrénaline. Et là, quand c'est des employés que tu as recrutés, tu as une impression physique extraordinairement forte de l'incarnation de l'entreprise. Ils sont redevables aussi Ça, c'est de bien leur sûr. fournir Bien sûr. non seulement de l'activité, mais de la vision Bien aussi. sûr, de la vision, de la partager et qu'ils puissent croire, adhérer à cette vision, parce que je pense que ça fait partie du rôle du patron. Et d'ailleurs, quand tu prends un peu de recul, Vivendi avait tous les ingrédients pour réussir jusqu'à ce perfect storm. Et quand tu regardes ce qui s'est passé derrière, Vivendi a essaimé. Vivendi, c'est Veolia, c'est le premier groupe mondial en matière de transformation écologique. C'est Vinci, c'est le premier groupe de concession. C'est Nexity, c'est Universal Music, le premier groupe de musique. Et tu as encore Canal, Havas qui ont de l'ambition à revendre dans leur développement. Donc ce qu'on a essayé de faire autour de cette ambition française, dans ces années-là, quelles qu'aient pu être les erreurs de timing ou quel qu'ait pu être ce perfect storm, a essaimé et ça reste une profonde fierté. Alors, le perfect storm, justement, on va en parler parce que donc en 2000, la bulle Internet explose, ça a des grandes conséquences pour Vivendi, qui perd beaucoup d'argent. Fin 2001, Vivendi affiche 13,6 milliards d'euros. Je ne sais pas si c'était en euros ou en francs à l'époque, mais bon, c'est à peu près cet ordre Et c'était pas du montant-là. cash. Oui, alors, voilà, justement, C'était tu vas des nous pertes expliquer. comptables. Les administrateurs partent ensuite les uns après les autres du conseil d'administration. Toi, tu es contraint à la démission en juillet 2002. Tu pars quand même des locaux sous les applaudissements. On a des vidéos. Est-ce que tu peux justement nous résumer ce qui s'est passé, cet emballement? Est-ce que D'abord, c'était un emballement, cet éclatement de la bulle Internet. Elle a touché toutes les valeurs de médias, toutes les valeurs digitales, toutes les valeurs de télécom, etc. Et comme Vivendi était au milieu du gué, au milieu de sa transformation, ça nous a touché de plein fouet. T'étais un petit peu trop tôt? Et il y a un peu trop tôt, et vraiment au milieu du gué. Ouais. Et il y a un moment où tu prends une responsabilité qui est la tienne, qui est de dire je pars pour que Vivendi reste. C'est-à-dire où tu t'aperçois que en face des événements, en face de ce perfect storm, il faut que la vision, il faut que l'ambition soit reprise par une nouvelle équipe pour qu'on ne confonde pas la personnalité avec ce qu'est l'entreprise. Et Vivendi, c'était cette vraie ambition, d'où cette décision forcément difficile à un moment de partir. Et le moment touchant où je quitte le siège de Vivendi avec les applaudissements des salariés, ça n'est rien d'autre que le fait que la représentation, j'allais dire, charnelle du fait que Vivendi, toutes les équipes qui travaillaient à l'intérieur, tous les jeunes qui la regardaient et tous les Français qui la regardaient, y croyaient, comprenaient
qui avait une vraie ambition industrielle pour la France. Ça reste un élément extraordinairement fort. Alors, toute cette histoire, elle est racontée dans Mon Vrai Journal, un livre que tu as écrit juste après justement l'épisode Vivendi. Eh bien, justement, par la suite, tu rebondis et tu décides de t'installer à New York. On en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, je te propose de démarrer la partie passion de l'émission. Avec plaisir, avec passion, j'allais dire. Voilà, alors une passion qui te décrit bien tout d'abord, c'est celle du risque. Ouais. Et oui, est-ce que tu dirais que la formule de René Char qui dit « impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque » définit bien ton tempérament au cours de tes différentes vies professionnelles? Elle le définit totalement. Mais totalement, parce que quand je te parlais de baladure de Dejeuny, quelque part, c'est impose ta chance. C'est tu prends un angle différent, tu oses et tu t'aperçois que la chance va passer et tu l'attrapes. Donc c'est le côté aussi voir les portes ouvertes. C'est voir les portes ouvertes et ne pas hésiter. Pas hésiter à aller voir Pas derrière. hésiter à l'ouvrir franchement et à aller voir effectivement ce qu'il y a derrière. Serre ton bonheur, c'est sur toi, hein, c'est CRSE2RE, ton bonheur. Et va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront. Il n'y a pas de réussite sans risque, il n'y a pas de vrai plaisir sans risque, il n'y a pas de grande aventure industrielle, personnelle sans risque. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter, intégrer et être capable de vivre. Et quand tu prends un risque, les gens en général te regardent toujours avec beaucoup de recul, beaucoup d'attention et beaucoup de précaution. Et après, quand ça marche... Donc tu y vas. Hein, et c'est pour ça que le va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront, c'est extrêmement important. Cette phrase de René Char dans les matinaux, elle me définit totalement. C'est le meilleur conseil que je peux donner à un jeune aujourd'hui. Alors, tu dis que la vie en gris ne t'intéresse pas. Est-ce que justement, avoir une vision fait prendre de grands risques, mais est-ce que par rapport à ça, tu formules parfois des regrets où tu te dis, bon, de toute manière, j'ai fait ce que je devais faire parce que c'était la porte ouverte qu'il fallait vraiment prendre. Ou est-ce que des fois, quand même, tu te dis, bon, là, j'ai peut-être ouvert des portes que j'aurais pas dû ouvrir? Non, il ne peut pas y avoir de regret. Parce que la vie d'une entreprise, la vie tout court, c'est pas fait de génie. C'est fait aussi de succession, d'essais et d'erreurs, et puis de corrections. Hein. Oui, on est sans doute allé un peu vite. Oui, le perfect storm de l'éclatement de la bulle Internet est tombé au mauvais moment. Mais non, il n'y a pas de regret. Parce que cette ambition, elle était raisonnable et qu'on avait tous les ingrédients pour la réussir. Est-ce qu'il y a un risque que tu ne prendrais pas? Est-ce que tu as déjà identifié des risques en disant « là quand même, non, ça je ne fais pas ». Je crois pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Non, il ne faut pas te présenter trop de risques alors, parce que sinon tu prends tout. Alors, on va changer de sujet. On va parler d'une transversale à ton parcours aussi, qui est celle de la diversité. Ouais. Alors, tu as un parcours, toi, scolaire remarquable, hein, on en a parlé, outstanding, comme diraient les Américains, et tu privilégies les jeunes et les profils atypiques dans tes recrutements. Est-ce que tu peux le chiffrer et pourquoi tu y attaches cette importance? Parce que je crois que de la diversité naît justement la capacité de travailler en équipe et de pas travailler dans des boîtes, de pas travailler dans des silos. C'est pour ça que j'ai toujours cherché à recruter des personnalités de profils différents. Et puis, lorsque j'étais chez Vivendi, j'ai été confronté à des bataillons de créateurs. C'est quoi la création? La création, c'est la liberté d'expression, c'est la provocation, c'est la diversité. Et je me suis toujours trouvé dans ces milieux convaincu que cette diversité apportait quelque chose. J'ai toujours été un ardent défenseur de la diversité dans le recrutement professionnel, de la diversité dans la vie, de la diversité culturelle, et je trouve que ça vaut la peine de se battre pour cette diversité. Alors, dans les périodes qu'on traverse et que le monde traverse, c'est pas toujours facile à dire. Il faut pas être naïf, il n'y a pas de place pour le terrorisme, il n'y a pas de place pour la violence, le racisme, le sexisme, etc. Mais se battre pour la diversité, ça vaut la peine de le faire et ça apporte quelque chose dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie d'équipe. Donc pour moi, c'est une vraie transversale de ma vie.
c'est cette bataille pour la diversité, l'acceptation de la diversité. Alors pour convaincre, des fois tu pratiques l'autodérision. Qu'est-ce que tu fais? Quand j'étais... Ah là, ici on voit Ah, une photo des Guignols. ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des réunions de cadres, par exemple, de cadres dirigeants, pour qu'ils osent poser leurs questions, etc. De commencer, plutôt que de faire un discours traditionnel, bah, je balançais 5 minutes des guignols de l'info. Ouais. Parce que si tu es capable de rire sur toi-même, c'est que tu n'es pas forcément complètement mauvais. Et c'est que tu n'as pas envie que cette barrière statutaire, j'allais dire, elle existe. Donc, pour moi, l'autodérision, c'est une bonne manière, effectivement, de faire. Juste après l'épisode Vivendi, tu pars rebondir aux États-Unis. Alors un pays, mais surtout pour toi, une passion. Tu avais bien expérimenté les États-Unis depuis le rachat d'Universal, mais cette fois, quand tu t'y installes vraiment en 2003, est-ce que tu sais ce que tu vas y faire? J'ai décidé d'être entrepreneur, j'ai décidé de repartir de zéro, et j'ai décidé, à partir de mon expérience, de conseiller d'autres entreprises et d'autres stratégies. Mais l'homme qui m'a donné envie, c'est Herbert Allan, le pape des médias, à qui un jour je rends une visite et je lui dis, voilà, je suis vachement fier de moi, je vais créer ma boîte, je l'appelle Ahead Devant, c'est un très joli nom, et qui me regarde les yeux dans les yeux et qui me dit, t'as complètement tort. Tout le monde sait ce qui s'est passé chez Vivendi, l'éclatement de la bulle Internet. Ton actif, c'est ton nom. Donc ton entreprise, elle doit porter ton nom. Et quand je reviens le voir 15 jours après, avec mon petit certificat d'incorporation de la société Messier Partners, tout fier, il me fait un chèque. Et il me dit, voilà, c'est 6 mois de ta première secrétaire et dans ton premier bureau. La seule chose que je te demande, c'est de te souvenir qu'ici, aux États-Unis, j'étais le premier à te dire que tu réussirais à nouveau. Tu te rends compte, quand tu passes par des hauts et des bas dans toute vie, quand tu te prépares à lancer cette vie d'entrepreneur à partir de zéro, le boost, la méga piqûre de vitamines que ça représente. Et pour moi, les États-Unis, l'une des passions que j'ai pour les États-Unis, c'est ce pays de la deuxième chance. C'est ce pays dans lequel on n'hésite pas à faire confiance aux jeunes entrepreneurs. On n'hésite pas aussi à savoir que dans une vie d'entreprise, il y a des échecs comme de grandes réussites. Alors justement, cette entreprise, elle porte ton nom. On a compris l'intérêt, j'ai envie de dire, euh, professionnel et business de capitaliser sur un actif. Et est-ce que pour toi ou pour ton entourage, parce qu'il porte le même nom que toi, ça a un effet. Comment tu décris cet effet-là? C'est-à-dire comment est-ce que ta famille perçoit le fait que, bah, en fait, c'est ton nom, mais enfin, c'est le leur aussi. Eh bien, ta société porte ton nom et le leur. D'abord, il y a sans doute une certaine fierté, mais qui est, comme ça fait 20 ans maintenant, Ouais. on sait qu'on a réussi. Messier Associés, c'est une vraie banque d'affaires. Elle a sa crédibilité sur le marché français, sur le marché américain, dans des métiers qui étaient surcompétitifs. Et surtout, on a su montrer, et en l'appuyant sur le nom, c'était une maison un peu différente. On n'est pas trop gros parce que moi, j'ai envie d'être fidèle à mes clients. J'ai pas envie d'être obligé de tirer sur tout ce qui bouge pour couvrir les frais généraux. Et on n'est pas trop petit parce qu'on doit être excellent dans l'exécution. Et puis, il y a un truc qu'on aime, et c'est un peu l'histoire de mes vies précédentes, c'est que ça ne me fait pas peur d'essayer de résoudre des sujets complexes. Ça ne me fait pas peur d'essayer de dénouer des nœuds. Et ça, c'est une des caractéristiques de Messier Associés par rapport à ses concurrents. Le fait d'être passé par des moments hauts et par des moments bas fait que quand tu te retrouves face à un patron et que tu le conseilles sur quelque chose qui est stressant, qui est vachement important pour lui, c'est: est-ce que je dois acheter cette société, est-ce que je dois faire ce développement, tu es capable de lui répondre pas seulement avec des feuilles d'Excel, avec des modèles financiers, mais tu sais que lui, il dort pas la nuit. Tu sais les questions qui se posent en se disant: est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne cible, qu'est-ce qui risque de se passer, quelle va être la réaction de mes concurrents, etc. Et quand tu as vécu ça toi-même, de son côté, tu peux devenir pas seulement un conseil, mais un vrai sparring partner. Et ça fait la différence. Alors, Messier Partners, aujourd'hui, Messier Associés, c'est une équipe de 65 personnes réparties sur Paris et New York,
principalement. Mais on parle de toi comme l'homme des big deals, les gros contrats. Quels sont ces contrats qui t'ont marqué récemment? Ah, il y en a forcément 2 qui me viennent, spontanément à l'esprit, à la fois pas seulement par leur taille, mais par ce qu'ils représentent et par la fidélité qu'ils représentent. Le premier, c'est l'opération qui a été hostile, compliquée de Veolia, la prise de contrôle de Suez, mais qui fait qu'aujourd'hui, le premier groupe mondial de transformation écologique, il est français, il s'appelle Veolia. Et ça, Veolia, c'était l'héritier de Vivendi Environnement. Pour moi, c'était extrêmement important. Ça représente aussi les engagements qu'on est capable de prendre à l'intérieur de Messier Associés. Je l'ai fait avec Antoine Frérot, qui avait été l'un de mes dirigeants, qui est devenu le patron ambitieux et symbolique, iconique de Veolia. Et puis le deuxième exemple, c'est plus d'ailleurs qu'une opération, et c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est la chance d'accompagner depuis 15 ans quelqu'un comme Rodolphe Saadé à la tête de CMA-CGM dans le développement de cette entreprise qui s'est complètement transformée au fil de ces 15 ans et appuyer un capitalisme familial avec un patron qui a une vision, qui dans ses métiers est un homme engagé, parce qu'on parlait tout à l'heure de transformation écologique, que ce soit sur la propulsion, que ce soit sur les routes maritimes. Rodolphe Saadé, il est aussi aux avant-postes de la manière, dans son métier, de travailler de façon positive pour la planète. C'est une chance extraordinaire et de l'avoir accompagné dans tous les coins de la planète, à Singapour, au Brésil, aux États-Unis, en France. Ce rôle et cette capacité de conseil, d'accompagnement de vision, d'accompagnement d'ambition, pour moi, c'est un vrai bonheur. Alors, tu as d'autres passions, évidemment. On ne pourra pas toutes les citer, mais on va quand même parler de la musique. Qu'est-ce que tu aimes dans la musique? Alors dans la musique, c'est comme dans beaucoup de choses, je refuse de me laisser enfermer dans une case. Ah oui, C'est-à-dire, ce que j'aime, par exemple, cet automne à New York, à Carnegie Hall, il y a un concert auquel que j'ai aidé à naître, qui s'appelle Baroque to Rock. Mhm. J'aime la musique classique, j'aime le rock. Je peux aimer l'électro. L'un de mes bons copains formés au gré de la vie professionnelle, c'est Bono, à la tête de U2. Ah oui, alors, et donc, c'est un bon copain. C'est un bon copain, mais c'est un bon copain pour une chose. On s'est retrouvés un jour sur une chose. Moi, j'étais fasciné par ce qu'il faisait, notamment en matière d'Afrique, sur Drop de date, etc. Oui, et là où on a vraiment cristallisé notre amitié, c'était après le 11 septembre, février 2002, Davos, les 1000 maîtres du monde, pour reprendre les guignols de la faux, qui se réunissent pour une fois à New York, après les événements du 11 septembre. Et on me demande de sponsoriser la soirée finale de Davos autour de la musique. J'avais mis une condition. Je ne veux pas que ce soit une soirée fermée sur elle-même malgré le drame que vient de vivre New York. Et il ne faut pas que ce soit une soirée de country music. Il faut que ce soit une soirée où on ait de la musique indienne, de la musique africaine, etc. Et Bono, qui était un artiste universal, a adhéré à ça. Il m'a dit, écoute, c'est bien que tu prennes cette position, viens la présenter avec moi. Donc on a préparé cette soirée, ce qui était un grand moment. Puis, je veux dire, tu boudes pas ton plaisir, hein, tu te retrouves avec Bono sur scène. Le chanteur de U2 sur scène. Mais il t'a fait chanter ? La dernière chanson, il m'a pas fait chanter, heureusement d'ailleurs. Il fallait pas que ça tourne au drame cette soirée. Mais la dernière chanson qui s'est faite avec les 1000 mètres du monde debout, c'était ce merveilleux texte de John Lennon, Imagine, qu'on avait fait chanter par un duo, c'était Khaled, le chanteur algérien, et Noah, la chanteuse israélienne. Commencer en anglais, continuer en hébreu, terminer en arabe. Ça, c'est la diversité, ça, c'est la force culturelle, c'est la force du message aussi que peut passer la musique. C'est un moment fort, et c'est vrai que depuis, on est resté très très amis avec Bono, et j'en suis fier. J'en suis content en tout cas. Une autre passion pour toi, les enfants. Ouais. Tu nous en parles. Oui. Les enfants, on en a 8 au total avec mon épouse, avec Christelle.
J'ai cinq aînés. Anne-Laure, Claire-Marie, Jean-Baptiste, Pierre et Nicolas. Christelle en avait deux, Daphné et Clara. Et puis on en a un ensemble qui a 15 ans, Jean-Gabriel. Et les enfants, il y a la chose qui m'intéresse, qui me passionne, parce que c'est mon bonheur, ces 8 enfants, c'est qu'est-ce que tu dois leur transmettre. Et en fait, quand tu es père ou mère, il faut être raisonnablement ambitieux. Pas trop, hein. Mais moi, il y a 3 choses que j'ai envie de leur transmettre. La première, c'est le sens de l'engagement, parce que l'engagement, quelque part, c'est la clé de la réussite. J'ai envie de leur transmettre le sens de la générosité. Et la générosité, c'est la générosité tout court, comme le sens du partage, parce que ça, c'est quelque part, c'est la clé du bonheur. Et puis une troisième chose, qui est un mot qu'on n'aime pas utiliser, qui est le mot d'émotion. C'est de savoir vivre et profiter de leurs émotions, parce que l'émotion, c'est la clé de l'intensité dans la vie. Bah, je trouve que si j'arrive à leur passer ces 3 valeurs-là, c'est formidable. Et derrière, aucun sentiment dynastique, etc. La seule chose dont j'ai envie, c'est qu'ils aient la clé de la liberté de monter la vie dont ils ont le plus envie chacun. Alors, merci beaucoup, parce que justement, on passe à l'instant philo avec pour thématique la liberté. Alors, la liberté, notamment celle de s'exprimer. Tu annonces et tu parles de tes ambitions, tu as l'habitude de le faire, tu n'as pas peur de les exprimer. Est-ce que c'est ça pour toi la liberté? Ne pas avoir peur de s'exprimer? La liberté d'expression en fait partie. Mais la liberté d'expression dans sa totalité, hein, c'est-à-dire y compris poussée jusqu'au côté de la provocation, parce que tu n'as pas de vraie création si tu n'as pas un petit côté de provocation. Donc la liberté d'expression en est une. Mais il y a d'autres libertés, moi j'en citerai au moins 2 autres. C'est la vraie liberté, c'est de ne jamais se laisser mettre dans une case. Il n'y a rien qui me gêne plus que d'être catalogué en fonction de ce que tu as fait dans telle ou telle case. Je refuse de me laisser enfermer dans une case. On parlait d'Antoine Frérot tout à l'heure, président du conseil d'administration de Veolia. Eh bien justement, il a une question pour toi. Jean-Marie Messier, vous connaissez bien le monde de l'économie et notamment celui des entreprises, mais vous connaissez aussi bien le monde financier. Comment, selon vous, les entreprises doivent-elles agir afin de pouvoir rétablir une forme de confiance avec les populations, puisque ces entreprises sont si utiles aux populations? Comment, en d'autres termes, réconcilier les Français ou les autres populations avec le monde des entreprises? Antoine Frérot, il m'a fait l'amitié un jour de venir aux 20 ans de Messier Associés. Et il avait bousculé toute mon équipe en disant: vous êtes d'horribles financiers, vous êtes enfermés dans votre bulle, et si vous ne pensez qu'à votre bulle, vous allez vous couper de la population, vous allez vous couper des citoyens, et vous allez détruire le métier sur lequel vous travaillez aujourd'hui. Et en fait, je crois qu'il a raison. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit montrer qu'elle est utile. Et c'est parce qu'elle est utile qu'elle est prospère, et pas l'inverse. Et pour montrer... Elle le montre déjà, j'ai envie de dire, en pas si caché que ça, en générant de la valeur et en permettant au pays d'avoir justement des ressources financières pour payer tout le reste. Mais ça suffit pas, parce que quelque part, moi j'ai besoin qu'on me réponde à 4 questions. C'est: l'entreprise, elle fait quoi? Pourquoi? Pour qui? Et comment? Et que ça ne se résume pas à la performance financière. La performance financière, j'en ai besoin, mais l'explication de l'utilité pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est un élément fondamental de l'acceptation de l'entreprise et d'une vision positive de l'entreprise. Et ça a un mot aujourd'hui, ça s'appelle la raison d'être d'une entreprise. Et cette raison d'être, pour moi, c'est un des grands travaux, d'un patron, c'est de définir cette raison d'être. Elle ne se définit pas en 3 mots, parce qu'elle doit répondre sur les objectifs, sur la récompense, sur la gouvernance, à ces différentes questions. Et quand je regarde mon métier de banquier d'affaires, je le regarde
pas simplement comme un métier de modèle financier, je le regarde à 360 degrés. Cette opération, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'entreprise qui est cliente, mais qu'est-ce qu'elle va apporter à l'industrie en général derrière? Comment on va gérer la com? Comment on va gérer la proximité avec la politique? Et la raison d'être est un tout, alors que l'objectif et la performance financière est un élément fondamental, mais beaucoup trop restrictif et qui passe à côté de bien des choses. Alors c'est d'ailleurs le sens de la loi Pacte récente, hein, avec Ouais, la mission qui peut être inscrite et dans les d'ailleurs, statuts pour une je ne entreprise. suis pas très surpris de la question d'Antoine Frérot, parce qu'il a été l'un des patrons qui s'est le plus battu en France pour imposer cette raison d'être et pas seulement cet objectif financier de l'entreprise. Alors assez philosophé, on passe maintenant à ton actu. Et ton actu, Jean-Marie Messier, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi tu t'intéresses à l'IA? Ouais, pourquoi je m'intéresse à l'IA? Quand tu reprends l'histoire de Vivendi, début des années 2000, il y a un truc, Internet, la convergence, on avait vu. Un truc à côté duquel on est passé, qui est le développement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est la loi de l'enfermement et du silo. C'est le silo de l'algorithme, c'est le silo du fake, c'est le silo de l'écran, etc. Et l'intelligence artificielle venant sur les réseaux sociaux, c'est mettre des moyens de connaissance et des moyens surpuissants dans ce système qui est un système d'enfermement. Et ce que je pense profondément, c'est que d'un côté, l'intelligence artificielle, formidable source de savoir et de connaissances, mais d'un autre côté, les réseaux sociaux encore plus boostés à l'IA demain, c'est un danger pour les démocraties. C'est un danger du populisme. Un petit peu dangereux quand même. C'est un cocktail qui est extrêmement explosif. Et je pense qu'il y a ce qui m'intéresse et demain matin, je fais moins de banque d'affaires. C'est là-dessus que j'ai envie d'écrire, de creuser, de tu parler, aimes beaucoup de dialoguer. écrire. On a parlé de quelques livres que tu as fait. Tu comptes faire comment pour justement prévenir de ces dangers? Pour prévenir de ces dangers et puis pour comment on les contrôle. Et donner peut-être des pistes de solutions. Il y a une piste de solution à laquelle je crois énormément. Elle est prosaïque, certains diraient un tout petit peu cynique. C'est que si tu veux intéresser une entreprise à un objectif, il faut pouvoir la toucher au portefeuille. Et tu as dans ce domaine des réseaux sociaux, tu as deux notions qui sont très différentes. Tu as l'hébergeur. Moi, je suis réseau social. Tout ce qui passe sur mon réseau, c'est pas ma responsabilité. C'est celui qui l'écrit, c'est celui qui le poste. Donc, je ne suis pas responsable. Et puis, tu as une autre notion qui est celle d'éditeur. Et comme éditeur, j'ai un devoir de contrôler que ce que j'édite, que ce que je porte à l'extérieur ne contient pas un certain nombre de dangers qui soient liés au racisme, au terrorisme, au sexisme, etc. Et ce que je pense, c'est que pour aider à la cristallisation de l'objectif qui est de ne pas favoriser le fake et la manipulation au travers des réseaux sociaux ou au travers de l'IA, il faut qu'on déplace la ligne vers l'éditeur. Il faut que tous ceux qui interviennent, tous les puissants de ces domaines-là, se sentent concernés par cette responsabilité d'éditeur. Et si on peut les toucher au portefeuille, ils se sentiront forcément concernés. Et puis l'autre chose, moi j'ai été très frappé par un livre qui vient de sortir, en tout cas côté français, qui est Nexus de Yuval Harari, celui qui avait écrit Sapiens. Et en face de ce danger, moi j'ai une vision optimiste sur la capacité qu'on a de créer des réseaux d'information équilibrés dans leur mode de fonctionnement. Et je prends une comparaison bien sûr beaucoup plus rapide sur l'échelle de temps, mais par rapport au millénaire qu'on vient de traverser, c'est que c'est quoi la solution? La solution, c'est l'autocorrection. La solution, c'est la mutation. Alors, on parle beaucoup de mutation des virus, on parle beaucoup de mutation des espèces. Et en fait, ce que je crois, c'est que dans le développement de l'intelligence artificielle, il y a une préoccupation que devraient avoir toutes les entreprises, tous les politiques. C'est pas de réguler et de nous faire 150 réglementations à la con qui sont dépassées le jour où elles paraissent. Mais c'est par contre de se dire quels sont les mécanismes et c'est chiant de faire ça, c'est ardu, mais c'est ce qu'il faut faire. Quels sont les mécanismes d'autocorrection? Quels sont les mécanismes de mutation? Quels sont les mécanismes
d'autocontrôle qui vont me permettre d'éviter ces dérives. Et je trouve que là, si on va pas assez loin, si on va pas assez fort avec de vraies solutions, on a un risque qui est un risque qui met en cause même le principe de nos démocraties. Et ça me dérange. Donc comme ça me dérange, j'ai envie d'y être une voix un peu active. Bon, alors c'est une actu, mais c'est, on le voit, une passion, un engagement, une vision, une fois de plus. Eh bien, on pourrait faire toute une émission sur ce sujet. J'espère que tu auras les moyens d'exprimer ta vision justement pour nous éclairer sur ce futur qu'on aimerait tous bien le meilleur possible. C'est le moment pour nous, Jean-Marie, de passer au Quizella. Alors le Quizella, c'est une séquence de questions-réponses rapides. Je te pose des questions, ça va vite, et tu réponds le plus rapidement possible, avec le moins de mots possible. C'est la partie la plus dure pour moi. Ah oui, mais bon, on va essayer. Alors, l'expérience professionnelle que tu as préférée dans ta vie? Mes enfants. Le pays qui t'a le plus marqué? Les États-Unis pour la deuxième chance, et plus récemment, la France pour la qualité de ces jeunes entrepreneurs. Ta potion magique à toi, qui te donne l'énergie? Ma force de conviction. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit, comme Superman. La jalousie. Est-ce que tu pratiques un exercice mental avant une prise de parole? Non. Tu vas comme ça? Je suis... Paf. Non, je suis rarement un méditatif, et plus dans l'action que dans la méditation. Ça me manque peut-être sans doute. Alors, la mesure que tu prendrais si tu étais le président français? Je veux pas être le président français. Et alors, la mesure que tu prendrais si tu étais le maître du monde? Je l'ai été en marionnette. Franchement, ça a été une joie indicible. Ça m'est arrivé une fois dans la vie, ça suffit. Est-ce que tu sais parfois faire des choses sans réfléchir? Ouais. Ouais. Oui. Une bonne proportion du temps. Tu fonces. Une bonne proportion du temps. Tu essayes toujours de rationaliser, mais oui. Et puis les vrais choix sans réfléchir, c'est aussi le choix que tu prends quand tu es dans la montagne ou quand tu es à ski, d'aller dans un sens, dans une direction, dans une autre. C'est quoi l'esprit pionnier pour toi? L'esprit pionnier, c'est de ne pas avoir peur. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la prochaine personne qui sera invitée dans les pionniers? Sois naturel. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, que souhaiterais-tu leur dire? Un mot. Believe. Believe. Crois en toi. Ouais. Crois dans les autres, cette diversité qui apporte tellement. Crois dans le monde et bats-toi. Vas-y, fonce. Et voilà, le mot, et pour que le plus grand nombre le comprenne en anglais, believe. Crois en toi. Merci beaucoup Jean-Marie, on va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée. Et un jour, une femme de Florent Pagny. Tu peux nous dire pourquoi? Ouais, parce que j'aurais pu choisir Imagine qu'on évoquait tout à l'heure, mais parce que pour moi, depuis 20 ans, le bonheur a un prénom, c'est Christelle. Et ce chanteur français, un ami, Pagny, le parolier, poète génial, Pascal Obispo, et un jour une femme dont le regard te frôle, te porte sur tes épaules comme elle porte le monde. Voilà, et jusqu'au bout d'elle, te prouve combien elle t'aime par l'amour qu'elle inonde. Merci Christelle. C'est très très beau. Merci beaucoup Jean-Marie. Beaucoup d'émotions, beaucoup de vécu, beaucoup de motivation, d'envie et d'apprentissage. Merci Jean-Marie. Merci à toi Frédéric. Et quant à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, je vous donne rendez-vous sur lespionniers.tv pour y retrouver toutes les émissions, les podcasts, nos réseaux sociaux et aussi du contenu exclusif. Bonne semaine et encore merci Jean-Marie. Merci Fred. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.